bienvenue à toutes et tous sur ma conférence « Les 7 péchés capitaux dans l'utilisation de la stratégie Kanban ». Merci vraiment d'être là, vous êtes très nombreux, donc j'espère avoir plein de questions à la fin. Mais avant toute chose, je remercie tous les partenaires qui ont rendu possible cette conférence, comme chaque année. Et puis merci aussi à la team d'animation et de construction de cette conférence, sans qui tout cela ne pourrait avoir lieu. Alors je voulais déjà afficher, pendant que vous preniez tous place, avant qu'on commence, on va y revenir. Je n'ai pas encore lancé le quiz, donc ne vous précipitez pas, soyez attentifs. Et puis normalement, vous ne devriez pas avoir de problème à répondre aux 7 questions pour les 7 péchés. Alors ça fait un moment que je fais du Kanban. Je suis donc José Coignard. Je suis coach agile, coach produit à la Caisse des dépôts, mais aussi formateur prokanban.org. Donc je délivre des formations certifiantes sur Kanban depuis quelques années. Et quand j'accompagne les équipes, assez souvent elles me disent on a basculé par exemple de Scrum à Kanban. Ok, c'est cool, et je vais les voir, et puis quand je vais voir leur espace de travail, je rencontre des choses comme ça. Et je me dis, c'est bien, vous avez un super board, il y a des choses qui circulent, mais est-ce que vous avez vraiment mis tout en place? Parce que finalement, Kanban, c'est un peu plus qu'un simple tableau de post-it. Donc généralement, ils ont bon sur la définition explicite des éléments de travail. Vous pouvez voir certaines couleurs tout à l'heure dans le board. Effectivement, ici, dans cet exemple, il y aura des user stories, il y aura des enablers, il y aura des incidents qui vont circuler. Donc ça, souvent, c'est pas mal fait, même si, quand même, la plupart du temps, ça reste un peu implicite, cette définition, et souvent, les équipiers se trompent dans la création de leur ticket. Puis, je pose la question sur le début et la fin du workflow. Est-ce que tout ça est explicite? Et par exemple, dans cette représentation, si on le fait là dans la salle à main levée, qui pense que le début, c'est la file d'attente? À main levée? Ouais, quelques personnes. Qui pense que c'est juste après la file d'attente, le début du workflow? Ok, d'autres personnes. Qui pensent que la fin, c'est quand on est done? Ouais. Qui pensent que c'est quand on est prêt pour prod? Ouais, d'autres. Vous voyez qu'au final, on n'a pas tous la même vision des choses, et c'est généralement aussi ce qui se passe dans les équipes. Elles pensent que leur début, c'est la file d'attente, elles pensent que leur début, c'est analyse en cours, elles pensent que leur fin, c'est prêt pour prod. C'est pas très explicite. Donc moi, j'invite vraiment les équipes à définir explicitement c'est quoi le début de votre workflow. Vous voulez pas prendre la file d'attente parce que c'est des idées qui pop par vous-même, par le product owner, etc. C'est pas des vraies attentes qui viennent du terrain. Ok, très bien, mettez le début juste après la file d'attente. Et puis la fin, vous êtes un peu embêté parce que vous n'êtes pas autonome pour aller jusqu'au bout du tir. Et donc, vous allez passer le relais à un moment donné à une autre équipe. Ok, mettez la fin après pour prod, et puis passez le relais. Mais si vous êtes dans une stratégie DevOps, où vous êtes complètement autonome, mettez peut-être la fin quand vous êtes en done. Et peut-être que le done, ce n'est pas la livraison en production, il faut peut-être aller chercher plus loin. Il faut peut-être aller chercher le comportement de l'utilisateur, savoir si ça lui plaît ce que vous avez livré. Donc, mais rendez ça explicite afin que ça soit clair pour tout le monde et aussi pour vos parties prenantes. Alors les étapes qui traversent le workflow, ça généralement, c'est bon. Malgré tout, il y a certaines équipes qui ne sont pas très matures dans cette stratégie, qui débutent, et elles vont avoir un workflow hyper simpliste de type affaires en cours terminé. Et le en cours, c'est un peu une boîte noire où il se passe plein de choses, mais on n'a du coup qu'une seule mesure dans ce qui est en cours, et on ne sait pas où sont les goulets d'étranglement, où sont les zones de famine dans nos workflows, et donc ça reste quelque chose qui peut être intéressant de découper. Donc là, par exemple, comme ceci, analyse, développement, test. Donc ça, les étapes, c'est général bon, c'est assez facile.
Vient un peu plus, vient les difficultés ensuite. Les critères de passage d'une étape à une autre. Est-ce que ça, c'est explicite? Eh bien là, la plupart du temps, pas du tout. Et là, c'est pareil, je vais demander à différents membres de l'équipe de me dire, quand vous êtes en analyse en cours, qu'est-ce qui définit que vous allez passer à terminer? Eh bien, je vais avoir autant de réponses que de membres de l'équipe. Donc, rendez explicite tout cela, et malheureusement, sur ce type de définition de workflow, sur cette visualisation, eh bien, oups, c'était pas fait. Autre élément, les règles qui vont vous permettre de contrôler votre WIP. Les règles qui vont vous permettre de contrôler tout ce qui est en cours dans votre workflow. Là, quasiment 100% du temps, c'est un gros méga oups, on a oublié, on n'a pas fait ça. Et puis la dernière question, et alors là, la réponse que j'ai est toujours la même. Sur le niveau de service attendu, eh bien on me dit, mais mince, de quoi il parle? Alors, de quoi je parle? Eh bien, de tout simplement la prévision probabiliste pour qu'un élément unique, un seul élément, puisse traverser le workflow. On peut du coup en avoir plusieurs si on a défini plusieurs typologies d'éléments dans ce workflow. Donc là, dans l'exemple User Story Enabler, cette équipe-là s'est dit, globalement, ces sujets-là, on va les faire traverser, on va se challenger pour les faire traverser dans le même timing et avec la même probabilité. Et puis les incidents, là c'est particulier, on a une forme d'attente beaucoup plus sévère, rude, et donc là on va se challenger à les faire circuler avec un timing un peu différent. Et puis une probabilité aussi de respecter ce timing qui est plus élevé. Donc voilà, ça c'était pour les éléments à rendre explicites pour un workflow. Et la plupart du temps, les équipes en oublient largement 80%. Mais la stratégie Kanban, c'est plus que juste visualiser et définir son workflow. C'est deux autres pratiques, et notamment celle du management actif de son workflow. Et ça, c'est comme un peu sur la définition du workflow, il y a plein de choses qui sont oubliées. Alors la chose simple, c'est déjà, faites circuler dans votre workflow les éléments comme ils devraient circuler. Là, ne les oubliez pas. Sinon, la qualité de vos données va se retrouver très très réduite. Donc ça, c'est la facilité, mais plein d'équipes ne le font déjà pas bien. Deuxième chose, qui est plus importante, c'est se dire, on ne va pas laisser des choses qui vont se bloquer dans nos workflows. On ne va pas laisser des choses vieillir. On veut sortir les choses les plus rapidement possible pour nos clients, pour nos parties prenantes. Donc toute chose qui se trouve un peu bloquée, on devrait être actif, on devrait collaborer ensemble en tant qu'équipe ou aller chercher de l'aide extérieure pour que ces sujets-là bougent, avancent. On va aussi avoir dans le management actif le fait de ne pas laisser un goulet d'étranglement arriver. Dès qu'on le détecte, on se dit mince, il faut qu'on travaille ici plus ensemble pour vite débloquer cet aspect-là afin que il n'y ait pas un goulet d'étranglement qui devienne de plus en plus gros. Et on a l'inverse. Si on voit que dans notre flux, on commence à avoir une famine quelque part, une zone où il n'y a plus rien qui passe et où les compétences expertes dans le domaine vont être du coup mal utilisées, pas utilisées à leur maximum, eh bien, discutons ensemble, discutons en équipe pour savoir si il n'est pas intéressant là pour le coup de tirer un nouvel élément. La troisième pratique, c'est améliorer le workflow. Ça, je le vois assez fréquemment aussi, c'est des définitions, pas très explicites, mais qui sont en plus figées dans le temps depuis des mois, des années. Améliorer le workflow, ça passe par se poser des questions constamment sur est-ce qu'on a le bon temps de cycle? Est-ce qu'on a le bon débit? Est-ce qu'on a les bonnes règles du jeu pour notre contexte à nous, pour faire avancer les sujets, pour ne pas se retrouver bloqués, pour ne pas avoir de goulet d'étranglement ni de famine? Toutes ces choses-là, on va les supporter, on va avoir ces discussions qui vont être amenées par la vérification, l'analyse de 4 métriques essentielles dans la stratégie Kanban. Ces 4 métriques, pareil, à chaque fois que je vais voir une équipe qui démarre et que je pose cette question, est-ce que vous avez
Votre temps de cycle de mesurer? Notre quoi? Est-ce que votre débit, vous le mesurez? Ah oui, oui, on le mesure en vélocité, en story point. Okay. Pourquoi pas? Mais il y a peut-être un peu plus simple et mieux à faire. Est-ce que vous mesurez l'âge de vos éléments? Tout ça, c'est oublié, ce n'est pas fait. Pourtant, c'est tout ce qu'il faut en fait pour démarrer dans une stratégie Kanban. Ces 3 pratiques, ces 4 mesures, cette définition et cette visualisation du workflow explicite. Et donc, vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Après, évidemment, quand on va creuser tout ça, on va rentrer dans les choses un peu plus complexes. Mais de base, c'est simple. Pourtant, j'ai plein d'équipes qui tombent dans le péché du minimalisme et qui font juste un board avec des post-it. Une fois qu'on a passé ça, super, ok, on a une définition, une visualisation du workflow explicite sur lequel on va pouvoir collaborer. Et il se passe ce genre de choses là. Paul, un matin, va demander en Daily Scrum, dis donc l'équipe, le sujet ici, là, il a déjà 15 jours de vie dans notre flux. On s'était challengé sur quoi au niveau du niveau de service? Et les autres qui répondent, écoute, moi je suis dessus, ça avance, je ne sais plus combien on avait dit sur le niveau de service, mais j'avance, il n'y a pas de problème, donc laisse tomber. Okay. Autre exemple, Julie, qui un jour va dire, tiens, je ne me souviens plus trop des règles qu'on avait exprimées sur le fait qu'on puisse tirer quelque chose en analyse terminée. Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer? Et là, l'équipe qui lui répond, écoute, si tu estimes que tu as terminé, vas-y, tire. Bref, on a posé des choses de manière explicite, et puis tout le monde s'en moque. Tout le monde fait comme il veut, et c'est un peu le chaos très rapidement, alors que pourtant, on a fait plusieurs ateliers de travail pour rendre les choses explicites. Une définition du workflow, c'est un cadre d'expérience. Et l'agilité, les domaines lean, etc., c'est des domaines quand même assez scientifiques. On pose des cadres d'expérience, on pose des hypothèses, et on pose des axes, des mesures sur lesquels on voudrait bien atteindre tel ou tel objectif. Mais si on bafoue le cadre de notre expérience, eh bien, pour analyser après concrètement le résultat qu'on a et de quelle origine ce résultat a été tiré, eh bien c'est foutu. On va avoir un résultat, mais on ne va pas savoir l'expliquer que c'est grâce à telle ou telle règle explicite qu'on avait mis dans son workflow. Donc on tombe vite dans le non-respect de nos propres règles du jeu. Et ça, c'est un autre problème, c'est que du coup, on va avoir un vieillissement de nos sujets dans notre workflow qui va être non contrôlé. Et ça, c'est un problème pas pour le process de l'équipe, pas pour l'équipe, c'est un problème pour les parties prenantes. Les parties prenantes, elles ont demandé des choses à cette équipe-là, potentiellement, ou elles sont en attente de choses de cette équipe, d'un service, d'un produit, d'une évolution. Et ne pas respecter son workflow, eh bien, c'est tout simplement ne pas respecter ses parties prenantes. Et in fine, on n'aura ni un flux efficace, ni un flux efficient, ni un flux prédictible. Du coup, Kanban, ce n'est pas magique. Il va falloir quand même mettre de l'effort, mouiller le maillot. Quand on laisse vieillir des choses dans son flux, ce n'est pas faire du management actif. C'est être passif, c'est être en attente que par un miracle donné, peut-être que le sujet va se débloquer. Alors, il y a plein de raisons valables pour qu'un élément reste bloqué ou circule un peu moins vite que les précédents. Des dépendances qu'on n'avait pas anticipées, des maladies dans l'équipe, quelqu'un qui part, mais c'était le centre d'expertise quasiment unique dans l'équipe sur tel ou tel domaine.
de la complexité supplémentaire qui arrive au quotidien. Voilà, plein de raisons qui font que effectivement, la variabilité de notre processus va être plus ou moins importante. Mais un point important dans tout ça, c'est qu'il faut agir. Il ne faut pas rester passif. On a beaucoup plus de contrôle, les équipes ont beaucoup plus de contrôle dans leur processus qu'elles ne pensent en avoir. Par exemple, sur un sujet qui va vieillir un peu anormalement par rapport à l'historique, on pourrait se poser la question de est-ce qu'on ne pourrait pas le découper? On a fait un découpage au début, maintenant on est quelque part dans notre workflow, on a appris des choses. Peut-être qu'avec les choses qu'on a apprises, on pourrait se dire maintenant, oui, on peut le découper. On a déjà fait une grosse partie qui va apporter de la valeur, avec une bonne probabilité. Livrons ça, et puis les cerises sur le gâteau, on les mettra pour plus tard. Et si ça se trouve, on les mettra peut-être jamais, parce que ce qu'on va livrer n'aura pas apporté de valeur, et on va abandonner. Est-ce qu'on ne devrait pas renforcer les personnes qui sont en train de travailler sur le sujet par d'autres membres de l'équipe? Si on voit que le sujet patine, que les personnes sont un peu dans la souffrance pour le faire avancer et n'ont plus d'idée de comment débloquer le sujet. Est-ce qu'on a besoin d'expertise externe? Peut-être aussi d'une aide du management pour débloquer une situation qui nous freine, voire nous bloque totalement. Pouvons-nous faire des choses qui sont plus tard dans notre workflow, sans attendre qu'on arrive à cette étape-là? Et puis, peut-être aussi, et ça c'est des choses qu'on oublie, en tout cas à la Caisse des dépôts, qu'on a beaucoup de mal à faire, c'est que quand on a démarré quelque chose, on n'abandonne plus. Alors, ok, c'est bien d'être persistant, de vouloir y arriver, mais à un moment donné, peut-être qu'il faut se dire, là, non, ça ne marche pas, on a cramé déjà beaucoup trop de cas euros, et puis au final, on a pris beaucoup trop de temps, donc peut-être que l'attente, le besoin, il n'est même plus présent sur le marché. Mais la non-action, l'attentisme, va se trouver aussi dans l'amélioration de votre workflow. Je vois très peu d'équipes qui se questionnent sur le fait que leur workflow est peut-être pas si bon pour leurs parties prenantes. Est-ce que le time to market, le temps de cycle pour les parties prenantes, les parties prenantes se disent « Ouais, super cette équipe-là, vous boostez, c'est génial, vous répondez vraiment au bon moment à nos attentes, continuez ». Est-ce que l'efficience dans l'équipe aussi est bonne pour les parties prenantes? Est-ce que le niveau de prédictibilité est bon? Est-ce que le niveau de qualité est bon? Est-ce que... etc. etc. J'ai une expérience intéressante là-dessus. Une équipe était persuadée que son temps de cycle n'était pas bon, qu'ils étaient trop lents. Et je leur ai dit, est-ce que vous avez posé la question à vos parties prenantes? Ils disent, non, c'est vrai qu'on n'a jamais posé la question, mais bon, de ce qu'on sent, on n'est pas bon. Il faut absolument qu'on s'améliore. Je leur ai dit, écoutez, vous avez des revues de sprint. Par chance, vous avez vos parties prenantes, et notamment des sponsors assez haut gradés qui viennent, posez-leur la question. Et là, grosse surprise pour eux, le sponsor principal qui était présent a dit, mais c'est génial, vous nous livrez des nouvelles fonctionnalités à partir du moment où on fait émerger l'idée de cette fonctionnalité, et jusqu'à la mise en prod, vous passez 20 jours, 80% du temps. Mais on n'a jamais connu ça. Avant, ça prenait 3 mois, ça prenait 4 mois, ça prenait 5 mois. Donc c'est génial, ne changez rien. Par contre, si vous pouviez faire un peu moins cher, ça nous arrangerait bien. Donc là où l'équipe allait potentiellement bosser sur son efficacité, trouver des choses pour améliorer son time to market, en fait, ce n'était pas du tout une attente des parties prenantes. Et donc elle a cherché, du coup, avec cette information-là, à améliorer son efficience. Donc votre processus, ce qui va générer, doit être le plus possible aligné avec l'attente de vos parties prenantes. Vous avez beaucoup de contrôle là-dessus. Peut-être que les attentes de vos parties prenantes sont mouvantes, mais votre processus, vous le contrôlez, vous le maîtrisez. Donc n'hésitez pas à agir sur cet aspect-là. Ne restez pas dans l'attentisme. N'attendez pas qu'on vienne se plaindre que telle ou telle chose ne va pas. Allez chercher l'information, regardez avec vos métriques si ça vous paraît correct, venez avec du factuel
près de vos parties prenantes, et puis réagissez en conséquence. On va revenir sur un petit truc que j'ai mis tout à l'heure. Pouvons-nous faire des choses pour prendre de l'avance dans les étapes futures de notre workflow? Alors, ah tiens, il y a un workflow avec des critères de passage. Sympa, ils ont avancé. Alors, imaginons qu'un sujet dans ce workflow patine un peu. Par exemple, celui-ci. L'équipe qui n'a pas franchi un cap va être restée dans cette visualisation de son workflow comme des séquences silotées, de passage de relais. C'est comme s'ils étaient en train de courir un 4 fois 100 mètres, où chacun doit attendre que son coéquipier arrive pour passer le relais. Non, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. C'est pas un séquencement du travail. C'est pas un séquencement de la collaboration. C'est juste une visualisation de l'état dans lequel les éléments de travail sont arrivés. Mais rien ne vous empêche, quand vous êtes en développement en cours, si c'est utile, si c'est bon pour votre contexte, de démarrer à automatiser des choses, en test fonctionnel par exemple. Les critères d'acceptation, s'il y a de la documentation à faire, pendant qu'il y a des choses qui se passent en coding, faites la documentation. Travaillez, collaborez ensemble. Ne soyez pas chacun individuellement sur un ticket dans ce board. Soyez ensemble sur ce board. Donc rappelez-vous que c'est juste une visualisation de l'état de l'élément de travail. Ce n'est pas une visualisation de votre état de collaboration, de comment vous allez collaborer. Dépassez ce stade où vous tombez malheureusement dans le silotage. Alors Jürgen en parlait ce matin. Il disait que sur les tableaux Kanban traditionnels, peut-être qu'il y a des choses maintenant qui allaient devoir changer, puisque la value stream, peut-être qu'on ne va pas passer d'une étape à une autre et qu'on va en sauter, qu'il y a des choses qui vont arriver. C'est effectivement une conviction que j'ai depuis un moment et ça m'embête, ces tableaux Kanban en colonne. Je ne sais pas, faire des cercles peut-être, aller vers le centre de la cible, trouver un autre moyen, trouver une autre visualisation qui vous convient. Mais surtout, n'oubliez pas que même si vous faites une visualisation, il y aura certainement une forme d'étape, de silotage dans tout ça, mais ce n'est pas l'esprit de la stratégie Kanban. L'esprit de la stratégie Kanban, ce n'est pas de siloter, ce n'est pas de faire des mini-cycles en V, c'est vraiment de collaborer tous ensemble. La stratégie Kanban, c'est l'optimisation du flux de valeur. Donc ce n'est pas que du delivery. Et ça aussi, c'est assez mal compris par les équipes ou par les managers, peut-être plus par les managers sur cet aspect. Sur la valeur, dans un monde VUCA, d'autant plus VUCA qu'il sera dans votre contexte, vous allez vous tromper. Vous n'allez pas tout le temps avoir 100% de la valeur que vous escomptiez sur le sujet. Et même plutôt dans le management du produit, vous allez souvent, beaucoup plus souvent, vous tromper que viser juste. Donc il ne faut pas oublier que le management de produits agiles, en fait, c'est aller chercher le plus rapidement possible et avec le moins de moyens possible à quel point en fait, on a tort sur la valeur qu'on est en train d'essayer de produire. Donc on va aller vite sur l'apprentissage du comportement de nos clients. Les feedbacks, interviews, réponses à des enquêtes, et j'en passe, où les clients vont nous dire « Oui, j'aime bien ça. Non, j'ai pas aimé ceci. Oui, effectivement, je vais acheter votre produit. Super comme proto. Allez-y. » Tout ça, malheureusement, il y a quand même pas mal de mensonges. Alors, ce n'est pas voulu, mais la vérité sur la valeur va être présente uniquement quand vous allez pouvoir constater que leur comportement correspond à ce qu'ils vous avaient dit. Il y a plein d'exemples dans le monde sur ça. Netflix, récemment, où les utilisateurs ont crié quand Netflix a annoncé qu'ils allaient bloquer les partages de comptes, en disant si vous faites ça, je me désabonnerai. Quel a été le comportement des utilisateurs?
ils se sont abonnés. Ils ont gagné des millions d'abonnés. Donc, malgré tout ce qu'ils avaient pu dire sur les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout le comportement qu'ils ont eu. Donc, faites attention à ça. C'est super important. Et ça, vous voulez le découvrir le plus rapidement possible. Et à moindre coût. N'oubliez pas qu'on essaye de faire des expériences qui vont utiliser le moins de moyens possible, parce que si vous vous trompez, malheureusement, ça sera de l'argent que finalement vous aurez gâché. Alors pour aller le plus rapidement possible, le meilleur moyen, c'est de contrôler votre WIP, contrôler l'encours. Le docteur John Little, théoricien de la théorie des files d'attente, nous le rappelait. Le WIP divisé par le débit donnera votre temps de cycle sur une relation de moyenne. Donc il y a une relation très forte entre WIP, débit et temps de cycle, et le WIP est au numérateur de cette équation, et donc l'influence sur votre temps de cycle, ce qui influencera le plus le temps de cycle, sera la quantité de choses que vous faites à un instant T. Alors bien sûr, il ne faut pas forcément aller chercher une seule chose. En équipe, peut-être que pour votre équipe, c'est 3, peut-être que pour votre équipe, c'est 5. Voilà. Mais il faudra aller chercher cet optimum, et souvent, il passe par une réduction assez drastique de ce que vous faites. Benjamin Franklin nous le disait aussi, le temps, c'est de l'argent. Donc finalement, si vous réduisez le temps d'apprentissage, vous allez aussi contrôler votre investissement. Et donc ça, d'un point de vue business, ça va être super intéressant pour les sponsors qui financent vos différents projets, vos différents produits. Et le meilleur moyen de contrôler le WIP, c'est de le limiter. Le WIP par des limites de WIP sur des colonnes, par exemple. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Qui pense que c'est le meilleur moyen? À main levée. Ouais, quelques personnes quand même. Alors les autres qui n'ont pas levé la main, rapidement comme ça serait quoi le meilleur moyen de contrôler le WIP? Sur les règles de passage, ok. D'autres idées? On pourrait mettre un WIP global, ouais, une limite de WIP global. Why not? Un plan d'action sur le WIP atteint. Ouais. Ok, ça marche. Oui, ça va être utile. Jürgen nous en parlait aussi ce matin. Le T-shape, les compétences santé, en fait, on voit que on va plutôt passer sur du W maintenant, chercher plusieurs zones d'expertise très fortes et puis avoir cette couverture plus générale. Mais en fait, pour contrôler son WIP, le meilleur moyen, ça va être de contrôler l'âge. Alors c'est pour ça que dans la stratégie Kanban, quand on va parler de définition et de visualisation du workflow, on va poser ce niveau de service attendu. Ce forecast probabilise sur quelle durée, quelle time box devrait prendre en général nos éléments pour traverser le workflow. Donc là, par exemple, cette équipe-là a posé 8 jours ou moins, 80% du temps. C'est un guide après sur notre workflow, et si on arrive à collecter l'âge de nos éléments, ce qui n'est pas très compliqué, il suffit de savoir quand ça a commencé, et avec la date du jour, on fait juste une petite soustraction, eh bien on va se dire, attention, par exemple, celui-ci a 6 jours et celui-ci a 6 jours aussi, on n'est plus qu'à 2 jours de notre niveau de service, peut-être qu'il faut qu'on en parle de ces sujets aujourd'hui. Le Daily Scrum, moi que je fais maintenant avec les équipes, même si l'équipe fait 30 personnes, 50 personnes, peu importe, on fait juste un focus sur les éléments qui ont vieilli et qui sont potentiellement en risque de franchir notre niveau de service. Ce qui fait qu'on discute sur 2-3 éléments, et tout ce qui est bien au niveau de l'âge, eh bien ça roule, on n'a pas besoin d'en discuter, on avance.
C'est un excellent moyen parce que ça va aussi amener de la collaboration. Les gens de l'équipe, quand ils vont voir qu'effectivement, et quand ils auront compris un peu comment tout cela fonctionne, l'optimisation de flux, ils vont se dire « Ah, on est en train de faire attendre un sujet qui a potentiellement de la valeur, c'est pas normal, il faut qu'on s'entraide pour le faire progresser. » Ça va être aussi très intéressant parce que les limites de WIP qu'on va pouvoir poser sur des colonnes, il y a un énorme problème avec ça. C'est que ça va masquer la véritable contrainte de votre système. Quand je parle de contrainte, je suis vraiment sur la théorie des contraintes, donc le goulet d'étranglement principal de votre système. Les limites de WIP, en fait, arbitraires, que vous allez avoir posées, même si vous avez discuté avec l'équipe, ne sont pas forcément les meilleures dans un processus naturel qui pourrait être généré s'il n'y avait pas ces limites. Ça va vous entraîner dans des règles du jeu qui, finalement, vont créer un processus qui est factice. La théorie des contraintes est hyper importante en optimisation du flux de valeur, parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire des bonds de x2, x3, x4 en termes de débit de valeur. Débit au sens financier, la plupart du temps, mais moi je travaille dans une organisation publique, donc on a des sujets, c'est pas que du financier, mais sur voilà, l'image, la valeur perçue des utilisateurs, l'intérêt général, etc. Donc ok, la valeur que vous allez apporter sera variable, et ça j'espère que vous êtes convaincus qu'on ne peut pas viser tout le temps juste, qu'on avait dit qu'on allait faire je sais pas, 100 000 euros avec ce nouveau produit, puis malheureusement on n'en fait que 20 000. Mais votre processus va aussi générer des délais variables. Donc si vous captez le temps de cycle pour chacun de vos éléments, vous pouvez très bien le mettre dans un graphique de nuage de points, par exemple, comme celui-ci, et vous allez voir qu'effectivement, vous n'avez pas quelque chose de très linéaire. Il y a plein de points un peu partout, et plus votre système sera variable, comportera de la variabilité, plus ces points-là seront écartés. Donc ça, ce n'est pas difficile à mettre en place, et puis il y a plein d'outils qui le font, par exemple Flow Analytics Pro. Donc il n'y a pas qu'un seul futur possible dans toute cette histoire. Quand on démarre quelque chose, il va se passer plein d'imprévus. Il y a plein d'incertitudes qui vont nous tomber dessus. Heureusement, vous pouvez les simuler, ces différentes possibilités, avec une simulation de Monte-Carlo, qui vous donnera tous les futurs possibles dans un certain nombre de tirs. Donc là, je ne sais plus combien j'avais fait, j'avais 1 million de futurs. J'ai simulé 1 million de futurs possibles pour cette équipe-là. Et puis, voilà le résultat. Ça va lui permettre à l'équipe que, lorsqu'on lui demandera when it will be done, quand cela sera-t-il terminé, plutôt que de répondre d'une manière déterministe, c'est-à-dire que, par exemple, sur l'exemple précédent, dire on aura fini pour Noël, ou avec un peu de marge entre Noël et le 5 janvier, qui, dans cette communication-là, amènera les parties prenantes à se dire « Ok, au plus tard, au 5 janvier, on a quelque chose ». Et malheureusement, si vous n'avez pas quelque chose au 5 janvier, et il y a quand même pas mal de possibilités, sur les 1 million de tirs, il y avait ces possibilités-là qui étaient présentes, eh bien, vous allez tomber dans les diverses problématiques, les conflits avec vos parties prenantes, pourquoi vous n'êtes jamais à l'heure, on avait fait le plan de communication, maintenant il faut qu'on le décale, etc., etc. Donc, dites-leur la vérité de ce qui peut se passer. C'est que peut-être qu'effectivement, on aura fini pour le 8 janvier, mais il y a 85% de certitude au 8 janvier. Donc, il y a 15% de risque qu'on soit au-delà du 8 janvier. Ce qui est super intéressant avec cette approche-là, c'est que du coup, ça va amener des questions. Ça va amener des conversations très utiles pour que vous puissiez prendre les meilleurs choix, les meilleures décisions à l'instant T lorsque vous avez ces éléments-là. Et puis ça, c'est pas non plus très compliqué à mettre en place, donc on peut le rejouer très fréquemment.
Et du coup aussi réengager de nouvelles conversations utiles lorsqu'on voit qu'on dérive, soit positivement, soit négativement. Et enfin, le 7e péché, c'est de croire qu'il n'y en a que 6. Alors, je vais démarrer le petit quiz. Je vous invite à le faire. Voilà, c'est démarré. Et je vois que on me dit qu'il reste 10 minutes. Donc je suis large. Du coup, si vous avez bien compté, on en a fait 6. Donc je peux en faire un petit 7e. Alors vous devez connaître ça, le triangle d'or, projet. Alors je ne sais pas, quelqu'un a déjà réussi à faire tout le périmètre dans le coût qui était défini au départ, avec la qualité qui était définie au départ, et avec le délai qui était défini au départ. Qui veut jouer à Pinocchio? Non, enfin, ça marche pas. Il y a forcément quelque chose qui va bouger, ou même peut-être 2 paramètres ou plus. Dans la stratégie Kanban, c'est la même chose. Il y a 3 paramètres à l'optimisation du flux de valeur. Il y a l'efficacité, faire les bonnes choses au bon moment. Il y a l'efficience, les faire avec le moins de consommation de ressources, quelles qu'elles soient. Et la prédictibilité, être en capacité de faire des prévisions avec un degré acceptable d'incertitude et qui soit juste. Et ça, malheureusement, on ne va pas pouvoir tout maximiser en même temps. Je prends quelques exemples. Hospitalier, par exemple. S'ils cherchent, parce que c'est souvent le cas maintenant dans les hôpitaux privés, à aller vers l'efficience, donc avoir le moins de coûts possible par rapport aux prestations qu'ils délivrent, ils vont réduire le nombre de lits, ils vont réduire les médecins, les infirmières, ils vont faire la baisse de qualité sur l'équipement, etc., pour avoir le moins de coûts possible et quand même accueillir, la plupart du temps, les patients qu'ils ont à accueillir. Sauf que dès qu'il y a une urgence qui tombe, dès qu'il y a un cas un peu particulier, ils ne pourront pas être efficaces ni prédictibles parce qu'ils n'auront pas les bons médecins, ils n'auront pas les lits, ils n'auront pas la salle d'opération disponible. Donc ils vont avoir maximisé leur efficience, mais au détriment de leur efficacité et de leur prédictibilité. Un autre exemple sur le transport. Il y a plein de boîtes qui offrent des services, vous serez livré en 24 heures. Ok, mais en fait, pour faire ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tourner des avions à quasiment vides, des camions quasiment vides, des bateaux pas remplir à bord, parce que dedans, il y a des colis qui doivent livrer absolument dans 24 heures et qui doivent partir. Donc, ils vont être super efficaces et super prédictibles, mais au détriment de l'efficience. Du coup, pour vous, la clé, c'est de trouver, dans votre contexte, la bonne balance. Elle sera différente dans vos contextes, peut-être que même ça va évoluer en fonction de votre contexte, mais il faudra trouver cette balance et pas tomber dans le suroptimisme de croire qu'on peut tout maximiser. Allez, cette fois-ci, c'est vraiment fini. Je vous laisse me poser des questions pendant que vous faites le quiz. Peut-être qu'il y en a qui vont arriver des questions d'ailleurs dans le quiz. Il y a une question de rapidité. Donc si vous me posez une question pour avoir la bonne réponse au quiz, il sera peut-être déjà trop tard. Est-ce qu'il y a des questions? Comment fais-tu ou c'est quoi ton approche lorsque l'équipe Kanban a des commanditaires, d'autres adhérentes, avec des équipes en concurrence classiques? On fait un sprint visuel, on freeze à un moment donné. Est-ce que c'est la bonne pratique ou tu as des conseils à appliquer? Alors, Scrum et Kanban, je les oppose pas du tout, ça va très bien ensemble. D'ailleurs, il y a des formations qui mélangent les deux. Scrum, c'est un cadre de travail, Kanban, c'est une stratégie qui amène des compléments. Moi, j'invite ces équipes Scrum, en fait, et l'ensemble, le collectif, à mettre, par exemple, à un niveau portfolio, où tout le monde, on va avoir une value stream, un board Kanban au niveau portfolio sur leurs initiatives qu'ils mènent ensemble, et puis concrètement appliquer toutes les choses que je vous ai partagées, les pratiques, voir si le projet est en train de vieillir anormalement par rapport à d'autres, contrôler l'âge de ce projet,
tout de suite être actif s'il y a des points de blocage, utiliser la simulation de Monte-Carlo pour faire des prévisions, pour se dire, bah ok, désolé équipe B, mais ce qu'on devait faire pour vous, il va y avoir du retard très certainement, avec je sais pas, 10% de risque qu'on ne tienne pas la date qu'on avait communiquée. Et tout ça amène une gestion globale de l'équipe qui est beaucoup plus collaborative et puis in fine beaucoup plus efficace et efficiente. Alors sur cet aspect, moi je milite plutôt pour que chaque équipe ait ses propres règles du jeu. Parce que son contexte, même s'ils sont dans la même chaîne de valeur, est peut-être un peu différente d'une autre équipe. Peut-être qu'ils ne vont pas avoir les mêmes problématiques sur leur flux, les mêmes apparitions de goulets d'étranglement, ils n'ont pas forcément besoin des mêmes contrôles de whip. Donc je n'invite pas du tout à l'homogénéisation globale. Mais néanmoins, il y a pas mal d'équipes que j'ai accompagnées, de structures que j'ai accompagnées qui veulent aller vers cette homogénéisation. Qui disent non, mais il faut vraiment, pour X raisons diverses et variées, que tout le monde ait le même workflow, sinon on ne va plus rien comprendre, etc. Dans ce cas-là, je leur dis, mettez un niveau de vol supplémentaire. Vous, en fait, manager, leader, ce n'est pas le travail très opérationnel sur les fonctionnalités, les user stories que vous voulez manager. Vous voulez plutôt manager les initiatives, les épiques, les projets. Donc mettez ce niveau de vol où là, du coup, tout le monde sera homogène puisque ça sera le niveau de vol supérieur, mais laissez les équipes en dessous mettre leurs propres règles du jeu. Ouais, le Monte Carlo, il va se baser sur le débit historique de l'équipe. Ouais. Donc il faut un peu d'historique, mais avec 8-7 points d'historique, on peut tout de suite... Alors oui, effectivement, le débit qu'on va prendre historique, il doit refléter un futur qu'on imagine être toujours présent. Ouais. Oui, plus on va monter en niveau de vol, plus donc le temps sera long pour que quelque chose puisse sortir, moins on aura d'historique. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça qu'il va être intéressant d'aller au plus fin, d'aller au plus petit niveau qui apporte de manière incrémentale et itérative de la valeur, et après recomposer les choses à des niveaux de vol supérieurs. Donc les niveaux de service que je vous ai montrés tout à l'heure, ils étaient en temps, parce qu'ils étaient basés sur les user stories, les enablers, etc. Mais quand on va monter en niveau de vol supérieur, on peut très bien se dire, notre niveau de service, c'est aussi une prévision probabiliste de combien va comporter de fonctionnalités de user story notre épique. Et comme ça nous permet aussi de faire de la bonne taille sur ces éléments de niveau de vol supérieur et éviter de les faire grossir à vitam aeternam et jamais délivrer quelque chose ou jamais se poser sur on veut faire ça, on veut faire cette épique pour tel objectif mesurable. Donc on pose les choses, on se dit ok, on veut faire je sais pas 20% d'amélioration sur les temps de réponse de tel aspect. Ok, on a posé ça. C'est notre objet de valeur. Il faut qu'on l'amène jusqu'au bout. Alors si vous êtes en Scrum, le but de Scrum, c'est de livrer itérativement de la valeur. Donc si vous êtes sur un sprint de 2 semaines, par exemple, donc 14 jours calendaires, évidemment que votre niveau de service au niveau user story, le niveau le plus fin qui devrait apporter un peu de valeur, il faut qu'il soit moins de 14 jours. Parce que sinon, ça veut dire que de manière générale, tous vos sujets vont se reporter d'un sprint à un autre. Et donc vous n'aurez jamais quelque chose de potentiellement livrable à la fin du sprint. Donc sur 14 jours, peut-être faire la moitié, puis voir si on ne peut pas descendre plus bas. Merci, c'est la fin.